On a inscrit ce webinaire donc dans une session spéciale média où on a pu avoir une session le fin janvier dernier autour des médias qui se mobilisent, qui enquêtent contre les extrêmes droites. Et aujourd'hui, c'est davantage sur la question de se mobiliser, de défendre une information vérifiée sur les questions des migrations. Et pour cela, on aura la chance la joie de pouvoir accueillir donc des représentants de Info Migrants, de Commune Média et de Desinfox Migration. Je, je continue et je vous laisse tout de suite la parole à la suite. Donc peut-être vous dire que l'Anvita, donc réseau de collectivités accueillantes en France, on a lancé un plan mère qui est pas mal d'actions sur 2025 pour s'opposer au discours de l'extrême droite, mais aussi proposer un discours qui nous paraît, qui est ancré sur les questions de travail scientifique, de réalité observée sur les territoires et donc qui se distingue beaucoup du discours propagé par les extrêmes droites. Euh, comme je vous disais, donc, on a ce plan d'action-là qui se divise en 5 actions. Une première action qui est donc de faire des rendez-vous des municipales comme aujourd'hui, qui a traité pas mal de thématiques tout au long de l'année 2025. On a un deuxième axe autour de la formation, où on recroise d'ailleurs nos partenaires de Desinfox Migration sur ces questions-là. Donc, comment on forme à mieux connaître les extrêmes droites, mieux comprendre l'opinion publique et mieux riposter. Euh, une troisième action qui est une charte du nouvel élu et comment mener à bien un mandat sur les questions de migration, tant en termes de s'informer que de pouvoir travailler avec toutes les parties prenantes d'un territoire. Donc, c'est en vue des prochaines élections municipales, mais aussi les autres enjeux électoraux, de pouvoir voilà, bien s'emparer des questions de migration et des acteurs à solliciter pour mettre en œuvre des politiques accueillantes. Une quatrième action qui est le fil d'actu qu'on a mis en place autour d'informer, débunker et riposter. On vous mettra le lien pour pouvoir le rejoindre, mais c'est notamment là où on diffuse pas mal d'infos sur toutes nos actions du plan d'action. Et enfin, de célébrer l'accueil. Et donc, c'est de pouvoir avoir des temps forts de solidarité, de festivités autour des questions de solidarité, d'hospitalité sur les territoires. Voilà rapidement pour le plan d'action. Vous dire que voilà, ça s'inscrit dans l'observation, comme beaucoup font aujourd'hui, de la montée des idées d'extrême droite et des attaques répétées qui a pu avoir et qui continue à avoir. Et notamment, nous, les premiers éléments qui ont concerné l'Anvita en tant que réseau de villes accueillantes, c'était les attaques qu'il y a eu à Calac et à Saint-Brévin vis-à-vis d'élus, mais il n'y a pas eu que là. Et donc, la réflexion au fur et à mesure de qu'est-ce qu'on pouvait proposer, nous, en tant que réseau de villes accueillantes, pour outiller les porteurs de projets d'hospitalité sur les territoires. Et c'est ça qui a fait découler tout ce plan d'action-là qui a été voté lors de notre AG le 26 septembre dernier, et ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, pour revenir plus précisément sur le rendez-vous des municipales, on a eu une première session en novembre avec notre partenaire Destin Commun pour mieux analyser l'opinion publique et donc mieux comprendre les comportements électoraux et comment la question des migrations est perçue en fonction des différents comportements électoraux, que ce soit euh, plus les personnes convaincues, les personnes contre la migration et tout ce milieu ambivalent-là, et donc comment on dialogue avec toutes ces spécificités-là. Une deuxième session donc, qui était autre des médias, comme je vous disais, avec l'Humanité qui présentait le projet Périclès sur le financement de l'extrême droite dans les 10 prochaines années, et Mathieu Mollard de Street Press sur tout leur travail d'investigation, notamment la carte OFAF qui identifie tous les réseaux de groupuscules d'extrême droite sur les territoires. Et donc aujourd'hui, on espère un temps plus positif avec des outils, enfin voilà, comprendre aussi le langage, enfin les lignes éditoriales de différents médias et de différents partenaires et comment on parle des migrations dans les médias avec tous les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc pour cela, on a le plaisir d'avoir
Donc, Jeannette Marié du média Commune qui prendra la parole, Charlotte Boiteau de Info Migrants et Tania Rachaud qui nous rejoindra de Désinfox Migration. Et sans plus attendre, je vous propose, si ça vous va, de pouvoir commencer avec Info Migrants et avec vous, Charlotte, si vous voulez. Et je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, oui, je m'appelle Charlotte Boitiot. Je suis journaliste à la rédaction d'Info Migrants. Alors, Info Migrants, c'est un projet un peu particulier. On est un projet rattaché à France 24 et à RFI. Donc, on est né il y a 8 ans d'une volonté, en fait, de lutter contre la désinformation véhiculée par les passeurs sur les routes des migrations. Donc, en fait, on est un projet vraiment qui est né d'Info Migrants, de France 24 et de RFI, et qui est financé entièrement par la Commission européenne. Alors, la force d'Info Migrants, pour parler migration, c'est de travailler en plusieurs langues, hein. Nous, à la rédaction, on travaille en français, en arabe, en dari, en pachtou, en anglais et en bengali. Donc, en fait, c'est donc des langues qui sont utilisées un peu partout sur les routes migratoires d'Afrique à l'Asie. Et notre but, hein, je réinsiste là-dessus, c'est bien de lutter contre la désinformation. On reste des journalistes, on nous prend souvent pour une asso ou une ONG, donc on est souvent obligé de rappeler que non, on est tous journalistes à France 24 ou à RFI, et on est un peu le service spécialisé immigration de France 24. Alors, au quotidien, on fonctionne. On travaille. Alors, on doit faire des articles, hein, pour notre site internet, que vous voyez à l'écran, voilà, avec des rubriques actualités, grands reportages, témoignages de migrants. On fait aussi des chroniques en télé pour parler soit de nos reportages, soit de nos décryptages. Et on anime beaucoup nos réseaux sociaux, et notamment notre réseau social TikTok, qui a été lancé il y a quelques mois, enfin non, maintenant un an, mais qui fonctionne vraiment très bien, qui est à destination des personnes dans leur pays d'origine qui voudraient effectuer une migration pour venir en Europe. Et encore une fois, on leur donne en fait des faits, rien que des faits, et encore des faits. Voilà, ça c'est notre travail journalistique. C'est comme ça qu'on fonctionne. On n'est pas là pour être militant, on n'est pas là pour dire de venir ou de pas venir. On expose en fait tout le temps des faits. Alors plus concrètement, comme le thème de ce rendez-vous est axé sur l'extrême droite, j'imagine comme beaucoup de journalistes, nous on travaille beaucoup sur des décryptages, des fact-checks et des explainers. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, pour parler donc évidemment que de la France, on ne travaille pas que sur la France, hein, on travaille généralement sur toute l'Europe, mais actuellement sur la France et sur l'Europe, hein, vous l'avez dit, qui se droitise énormément. On reprend souvent, on écoute beaucoup les déclarations des chefs de gouvernement, et on essaye de rétablir la vérité, en fait, une vérité factuelle, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour être militant ou faire passer des messages, on rétablit des faits. Par exemple, hein, en vrac, on sait que le Premier ministre François Bayrou avait récemment parlé, vous vous rappelez, d'une prétendue submersion migratoire. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler un démographe. Là, en l'occurrence, on a appelé François Héran, qui est professeur au Collège de France, démographe spécialiste de l'immigration. Et c'est lui qui a un peu débunké, qui a répondu, en fait, avec des chiffres sur ce sentiment de submersion migratoire. Il est revenu sur le fait que c'était complètement infondé et que la France, au regard des indicateurs démographiques, en fait, accueille sur son sol finalement peu d'immigrés comparé à d'autres pays européens. Mais je dis ça, je prends l'exemple de François Bayrou parce que c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui, on lutte contre la désinformation véhiculée par l'extrême droite, mais pas que. C'est-à-dire que maintenant, il y a une certaine porosité entre les milieux d'extrême droite, de droite dure, vous voyez, même du Premier ministre François Bayrou, qui n'est pourtant pas sur l'échiquier politique à l'extrême droite. Mais on est obligé, voilà, de lutter un peu contre la désinformation qui est véhiculée par de nombreux acteurs de la classe politique française. Autre exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la circulaire Valls et de la circulaire Retailleau. C'est un peu technique, mais quand même, ça parle c'est quelque chose de extrêmement important pour les sans-papiers que nous suivons, puisque ça permet de régulariser les travailleurs sans-papiers en France. Et on va
concrètement, quand on travaille sur ces circulaires, on va dire ce qu'il en est, comment elles fonctionnent, pourquoi en fait aussi on en fait tout un foin, parce que moi je parle, mais pourquoi on en fait tout un foin alors que ça concerne moins de 40 000 personnes. Hein. Je rappelle qu'en France, on estime que les sans-papiers, les personnes en situation irrégulière tournent autour de 400 000, 500 000 personnes. Ça dépend des chiffres et des sources. Les circulaires Valls, enfin, jusqu'à présent, la circulaire Valls, remplacée donc par la circulaire Retailleau, a permis de régulariser au cours des dernières années entre 30 et 35 000 personnes. Donc, en fait, c'est une goutte d'eau. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que en fait, on parle énormément de sujets d'immigration pour une proportion assez minime au sein de la population française. Pareil, l'extrême droite, à chaque fois qu'il se passe un fait divers tragique hein, ou des attentats, on va parler des fameuses OQTF, hein, obligation de quitter le territoire français. On en a fait mais des papiers, des chroniques, enfin, on en fait énormément sur ce sujet, mais parce qu'on rappelle inlassablement que, par exemple, des OQTF ne concernent pas des criminels avec des casiers. En fait, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une enquête de nos confrères de complément d'enquête qui rappelle que 1,5% des OQTF concernent des criminels avec casier. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des gens qui ont des OQTF, malgré ce que dit l'extrême droite, l'écrasante majorité, hein, plus de 95% des personnes en situation irrégulière qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français sont simplement des personnes qui ne sont pas en règle. Ce sont des personnes en fait qui n'ont commis aucun délit, qui n'ont aucun casier. Et ça, on doit le répéter inlassablement parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite arrive à ancrer dans l'esprit des gens que OQTF égale délinquance, alors que absolument pas. Dans les faits, en France, OQTF, ce sont juste des personnes qui ne sont pas en règle administrativement avec la France. Pareil, donc on a un ministre, Monsieur Retailleau, qui est quand même très à la droite sur l'échiquier politique, qui a une vision et une politique très, très dure et très stricte sur l'immigration. Concrètement, nous, à Info Migrants, on a fait une série d'articles sur ces déclarations. La première sur aussi l'aide médicale d'État, ça c'est aussi un sujet qu'adore l'extrême droite. Et l'aide médicale d'État, ça nous paraît très important parce qu'on dit à peu près tout et n'importe quoi sur cette aide, je rappelle, qui est une aide sociale qui garantit aux étrangers qui n'ont aucun papier, qui sont en situation régulière, de pouvoir être pris en charge pour certains soins médicaux. C'est la seule aide d'ailleurs dont ils bénéficient. Mais en fait, on entend tout et n'importe quoi, que l'aide médicale d'État, qui s'appelle donc l'AME, pour raccourcir, que l'AME paye tous les frais de ces sans-papiers, qu'ils sont mieux lotis, ces sans-papiers, que les Français les plus pauvres. Mais en fait, ce n'est absolument pas vrai. Hein. Nous, on rappelle simplement que l'AME ne paye pas 100% d'une dépense médicale. Elle paye 100% d'un tarif de la sécurité sociale. C'est extrêmement différent. Et ça, l'extrême droite fait, je pense, exprès de ne jamais expliquer, d'aller en fait concrètement dans les faits, d'expliquer que l'AME, en fait, c'est juste un tarif de la sécurité sociale dont bénéficient les sans-papiers. Concrètement, ça veut dire que si je suis sans-papier et que je dois me faire, je ne sais pas, un implant dentaire à 500 € et que le tarif de la sécurité sociale me rembourse à 100% ce tarif-là qui est de 100 €, ben, il me restera quand même plusieurs centaines d'euros à débourser de ma poche. Hein. C'est jamais 100% d'une dépense totale, mais 100% d'un tarif de la sécurité sociale. Donc, c'est très important. Et enfin, on répète inlassablement, je suis désolée, je donne beaucoup d'exemples pour être très concrète, mais que l'AME est une dépense qu'il faut absolument enlever parce qu'elle coûte trop cher à l'État. L'AME, ça représente 0,4% du budget de l'assurance maladie et c'est le même budget depuis des années. En fait, c'est une goutte d'eau dans le budget de l'État. 1 milliard d'euros pour l'AME, c'est rien, c'est vraiment 0,5% de l'assurance maladie. Donc c'est vraiment, voilà, on essaye de rétablir des faits chiffrés comme ça, non pas parce qu'on est militant, mais juste parce que les faits démontrent que l'extrême droite raconte toujours plus ou moins n'importe quoi sur l'immigration. Je ne sais pas si je dois continuer à vous donner des exemples ou vous dire, voilà. Et Peut-être du coup sur enfin, ce que vous pourriez dire aux personnes qui sont là ou qui vont après nous réécouter, si voilà il y a des fake news et qu'ils ont besoin de vraies informations pour alimenter leur rhétorique ou leur répartie, est-ce que par exemple votre TikTok est un outil à utiliser, votre site, enfin voilà peut-être la différence entre les différents outils?
Oui, tout à fait. Alors déjà, on peut sur le site d'infomigrant.fr, il y a tous nos articles qui sont faits, on peut aller les voir. On a une chaîne YouTube où on a non seulement toutes nos analyses qu'on fait aussi à l'antenne de France 24 et à la radio aussi sur RFI, parce qu'on on travaille pas que pour nous sur le site, mais pour France 24 et RFI, comme je vous l'ai dit. Et sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant TikTok, on fait toujours des décryptages, des explainers, des fact-checks. Vous pouvez aller voir, donc le TikTok, comme je disais, fonctionne bien. Et ça, c'est très important pour nous parce que comme on essaye aussi de toucher les personnes qui veulent prendre la route de l'exil, ont besoin d'informations vérifiées et de lutter, donc, comme je disais, pas que contre l'extrême droite, mais contre les trafiquants d'êtres humains qui racontent aussi plus ou moins n'importe quoi. Et ça marche, si vous allez sur notre réseau social de TikTok, infomigrant_fr, on a énormément de vidéos où on décrit, où nos journalistes se mettent en scène, enfin ce qu'on appelle des incarnés, et expliquent par A plus B tous les fact-checks possibles sur l'immigration, que ce soit sur la politique française, à plus grande échelle au niveau européen, ou dans les pays d'origine africain, sur les pays de transit, c'est-à-dire à savoir ce qui se passe aussi dans les pays de transit comme la Libye et les pays du Maghreb. Et on revient évidemment sur les petites phrases des politiques et souvent des acteurs politiques de l'extrême droite. Et enfin, oui, il y a une dernière chose qui est importante aussi à Info Migrants. Comme je vous disais, comme on travaille en 6 langues et qu'on est souvent sur le terrain, on a la chance en fait de pouvoir parler en fait à tous ces étrangers. Et ça, c'est une vraie force parce qu'on n'a pas de problème donc de communication. On parle souvent à plusieurs langues sur le terrain. Donc, on peut parler facilement en arabe ou dans les langues afghanes. Comme je l'ai dit, en dari et au pachtou, il y a une forte communauté afghane aussi en France et en Europe. Et en fait, on met souvent leurs témoignages en lumière. On essaye aussi de les filmer, d'en faire des témoignages filmés pour rappeler qu'en fait, rien n'est tout noir ou tout blanc, que une personne étrangère, en fait, il y a toute la complexité de son parcours qui l'accompagne, il y a toute la complexité de sa vie affective, de sa vie sociale, de sa vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment important de rappeler. C'est pas parce qu'on est aussi sans papier qu'on est un ange et que on est parfait. Et que voilà, évidemment que tout n'est pas tout noir, tout blanc, mais en fait, ça permet en fait d'humaniser un peu tout ça, parce que derrière les chiffres et derrière les déclarations des gens d'extrême droite, en fait, on parle, c'est un peu naïf ce que je dis, mais vraiment, on parle d'êtres humains, tout simplement d'êtres humains qui ont quand même des bagages parfois très lourds. Quand on dit oui, ils ont traversé la Méditerranée pour venir, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'une traversée de la Méditerranée. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de monter dans un canot depuis les côtes nord-africaines pour essayer d'atteindre Lampedusa ou d'atteindre l'Italie. C'est vraiment des trajets cauchemardesques, où les gens se noient, coulent sans jamais avoir été répertoriés, meurent de soif, meurent de faim. C'est aussi le cas sur la route des Canaries. Donc en fait, ça nous fait un peu bondir d'un point de vue et journalistique et humain, tout simplement, d'entendre que ces gens viennent juste là pour abuser de nos lois sociales et de ce qu'on peut leur offrir. C'est vraiment méconnaître à fond le sujet de la migration, je pense. Merci beaucoup. On a mis le QR code pour rejoindre votre TikTok. Et puis, nous, du coup, c'est au sein du fil d'actu sur le canal WhatsApp. À chaque fois, on essaie de s'inspirer de pas mal de médias. Donc, on n'hésitera pas aussi à renvoyer vers Info Migrants. Je passe directement à Jeannette. Merci, Charlotte, pour l'intervention. Je passe à Jeannette. Et puis, on aura bien un échange pour pouvoir se poser des questions ou commenter ensuite, juste après. Donc, Jeannette, je te laisse la parole. Bonjour, Commune Média. Pour vous présenter Commune Média rapidement, donc c'est un média digital qui a à peu près 2 ans et demi, présent sur les réseaux sociaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne les clés au grand public pour mieux comprendre l'immigration. Donc nous, notre public cible, ça va être les personnes qui sont peu sensibilisées, peu concernées par les questions de migration. On a différents formats et ça va être donc sur TikTok, Instagram, surtout Instagram, ça va être du décryptage d'informations, on débunk des fake news et du partage de témoignages. On a aussi des petits formats carousel, donc là vous pouvez voir quelques exemples
On a par exemple, donc on réagit à l'actualité chaude, notamment lorsque François Bayrou a parlé de submersion migratoire. Donc on vient décrypter par exemple la stratégie de communication originellement de l'extrême droite et qui est repris maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, Léa, par une large partie de la classe politique française. Donc voilà, venir expliquer en détail pourquoi l'utilisation de ces mots, d'où ça vient, quel impact. On va aussi décrypter des fake news qui sont présentes dans la durée, pas que dans l'actualité chaude. Donc, par exemple, l'amalgame migrant égale danger, notamment violeur. Donc, ça, c'était pas mal ressorti lors des élections législatives. Donc, c'est un cliché qu'on avait ressorti. On fait aussi des petits carousels. Donc, ça, c'est les posts qui défilent. Où ça va nous permettre donc de les faire plus rapidement et donc de traiter de l'actualité très chaude, notamment là, avec la proposition de loi sur l'interdiction de mariage pour les personnes en situation irrégulière. À côté de ça, on a un podcast qui est à l'arrêt pour l'instant, qui va bientôt revenir. Donc, ça s'appelle Immigration sans tabou et une chaîne YouTube, pareil, qui est à l'arrêt en ce moment et on va bientôt reposter un nouveau documentaire. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Et on a une newsletter. Donc là, c'est des articles qui viennent parler de migration dans un sens très large. Donc, on essaie par exemple, là, on a un journaliste, donc Surakata, qui a parlé d'Alfonso Davis. Non, ça sort la semaine prochaine, de Jackie Robinson, qui est le premier joueur de baseball noir à intégrer la MLB. Donc voilà, on va traiter de toutes les questions de racisme, discrimination, xénophobie, migration dans un sens très large. Là, on sort une série d'articles sur les clichés sur les personnes roms, manouches, chitanes, donc le terme large, mais qui est connoté négativement tziganes, parce qu'il y a énormément de clichés sur ces communautés-là et le grand public est très très peu au courant des réalités. Donc, Commune, en fait, c'est né d'un constat. Moi, je viens du milieu rural de la Somme, où il y a énormément de désinformation, une présence très forte de fake news sur les réseaux sociaux. Et pour les jeunes, mais aussi pour les plus vieux qui sont présents sur les réseaux sociaux, bah, très peu de contre-discours, en fait. Pour les personnes qui vont pas forcément aller lire la presse, et ben, en fait, on ne trouvait pas forcément de réseaux sociaux, de médias qui soient adaptés à cette cible-là. Du coup, on a lancé le média pour répondre un peu en fait à ce besoin. Et ça a pris pas mal d'ampleur. Donc là, on touche à peu près 40 000, enfin, on a à peu près une audience de 40 000 personnes, tout réseau confondu. On va toucher entre environ 500 000 comptes par mois, euh, avec forcément des pics d'audience dans les moments d'actualité, par exemple, période électorale. En fait, on réagit, donc on essaie vraiment de décrypter la stratégie de l'extrême droite qui est bien rodée depuis l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, depuis la création du FN, mais même avant, on retrouve aussi des mécanismes qui étaient présents dès la fin du 19e siècle, avec des stratégies d'envahir l'espace médiatique avec le sujet de l'immigration. Pas que des fake news, pas toujours des fake news, mais c'est vraiment faire de l'immigration un sujet qui est très très présent. Ça, on le voit sur les plateaux télé, notamment des chaînes comme CNews ou BFM. Ça va être l'immigration qui est présente, qui est déclinée avec plusieurs thématiques, l'islamisme, terrorisme, communautarisme, sans-papier, OQTF, toutes les infractions qui sont commises ou qui sont commises par des personnes étrangères ou présumées commises par des personnes étrangères. Donc, cette stratégie de surmédiatisation de l'immigration, elle a deux avantages. Je ne vous apprends pas grand-chose, hein, mais c'est séduire à la fois l'électorat, parce que l'immigration, elle joue sur des peurs qui sont très proches, qui sont très concrètes, comme une menace terroriste, mais aussi sur des peurs qui sont plus abstraites, comme la peur de voir son identité remplacée, la peur de perdre des privilèges ou un imaginaire fantasmé qu'on aurait des privilèges, notamment par exemple des aides sociales. Et plus on en parle, aussi moins l'électorat se concentre sur les vrais problèmes. Donc c'est aussi une stratégie de diversion. Donc l'enjeu nous qui se présente à nous face à ces stratégies qui sont très présentes et qui n'appartiennent plus uniquement à l'extrême droite, ça va être de détecter les fake news, apporter un décryptage. Donc ça va être conjoint à d'autres médias comme par exemple Info Migrants. Et aussi trouver un équilibre parce que si on fait que réagir aux fake news de l'extrême droite, ça veut dire que ou de l'extrême droite ou en général, on s'entend aux fake news sur l'immigration en général, ça veut dire que on valide aussi cette stratégie. Donc, il y a aussi un travail important de fond, notamment d'aller travailler sur l'histoire de l'immigration en France, et pas faire que de la réaction à chaud,
Sinon, en fait, c'est ce qui plaît énormément. Enfin, ça vient surmédiatiser les fake news. Euh, donc, par exemple, pour ce travail de fond, là, on est en train de travailler sur un documentaire. Le premier épisode sort le 1er avril sur l'histoire de l'immigration et on a invité des chercheurs comme Catherine Vitol de Vanden ou Stéphane Mourlan. Et on revient sur l'histoire des préjugés. Est-ce que les bons immigrés d'aujourd'hui, c'était les bons d'hier? Et on se rend compte en fait que les stéréotypes qui sont présents aujourd'hui pour les personnes originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, on les retrouve en partie chez les immigrés italiens de la fin du 19e, les immigrés belges, chez les immigrés polonais de l'entre-deux-guerres. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a aussi une forte instrumentalisation de ces migrations européennes dans le but de discréditer les migrations plutôt post-coloniales. Donc, il y a tout un travail de fond aussi qu'on fait sur ce sujet-là. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi la valorisation des bonnes pratiques. Donc, ça, on les appelle les bonnes pratiques, mais ça va être, en fait, non, c'est pas forcément bonne pratique le mot, mais ça va être valoriser des récits pour montrer une image plus nuancée en fait de la migration avec des témoignages. C'est pas suffisant parce qu'on peut pas faire d'un cas particulier une vérité générale. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce travail de debunk de fake news qui est important, de décryptage de l'information, mais il est essentiel aussi de laisser la parole aux personnes concernées et pour qu'elles puissent montrer aussi toute la nuance. Il n'y a pas un parcours migratoire type, il n'y a pas un profil type de migrant. Et du coup, c'est hyper important de visibiliser en fait ces personnes, leurs projets, qui elles sont, leur parcours. Et aussi d'aller montrer ce qui se passe dans d'autres, d'apporter un narratif qu'on ne voit pas en fait quasiment dans les médias, que quelques médias font, mais c'est assez rare, c'est d'aller montrer comment ça se passe en fait dans, par exemple, certains territoires, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui fonctionne pas, et pas tout, enfin, justement lutter contre un narratif uniquement identitaire et sécuritaire en apportant un narratif qui montre d'autres choses aussi plus positives et aussi surtout plus réalistes. Euh, Nous, on a un plan d'action. Donc, à côté de Commune du média, on a tout un studio de création. Sur ce studio de création, on propose de la création de contenu audiovisuel à nos clients, en lien avec la migration, mais pas que, mais surtout en lien avec la migration. Et il y a tout un aspect aussi consulting, en fait, sur comment repenser sa stratégie de communication sur ces sujets-là. Et on fait aussi des ateliers à côté de création, donc des ateliers d'éducation aux médias et de sensibilisation à la migration autour de la création, par exemple, d'un podcast sur l'histoire d'un territoire ou d'un reportage. Et là, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est qu'il est hyper important de travailler sa cible. On est tous tout amenés dans nos organisations, dans les collectivités territoriales, à s'adresser dans notre communication à un public. Et c'est bien penser justement sa cible pour apporter un contenu qui va avec. Et ça, c'est vraiment notre travail. J'en parle parce que c'est un travail qu'on essaie de faire au quotidien de, OK, quelles sont maintenant les nouvelles dynamiques sur les réseaux sociaux? Quelle est l'actualité chaude en cours, mais pas que? Et quelle plus-value on peut apporter en fait pour justement lutter contre ces fake news. Et, euh, et aussi, l'extrême important, c'est ça, c'est vrai qu'en tant qu'élu de collectivité territoriale, vous l'avez, c'est au niveau local, renforcer vraiment tous les liens entre les populations locales, nouvellement arrivées, et de créer des liens justement entre ces personnes. Et ça passe aussi par de la communication. Euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'ai dit. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller nous suivre. Donc sur Instagram, TikTok, c'est commune.media avec un seul M. On a aussi une newsletter. Donc si vous tapez la newsletter de Commune, vous allez la trouver. C'est sur la plateforme Substack. Un article tous les lundis. Et bientôt sur YouTube avec notre nouveau documentaire du coup, qui s'appelle Mémoire commune. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on échange. Ce serait un plaisir. Voilà, si vous avez des sujets sur lesquels on pourrait échanger. Vous avez mes contacts, je crois, sur la slide. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeannette. Et puis, Lola de l'Anvita a pu mettre les différents liens dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer. Sans plus attendre, on peut passer directement à Desinfox. Et comme ça, ensuite, on aura vraiment eu les trois apports pour pouvoir échanger plus largement. Merci beaucoup, Jeannette. Et Tania, je te passe la parole. Merci Léa, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, évidemment, c'était très intéressant d'entendre Info Migrants et Commune qui sont
des sources d'inspiration pour la bonne application des questions de migration dans les médias. Et donc, alors, pour ceux qui connaissent pas des Infox Migration, quelques mots rapides, mais l'objet là de ma présence, c'est plutôt de parler de ce qui peut se faire dans les autres médias qui sont plus généralistes. Donc des Infox Migration, l'association a pour objectif de surtout euh, faire en sorte que le milieu de la recherche ait davantage de place dans l'espace médiatique pour pouvoir bien partager ses études, ses recherches qui souvent sur les questions de migration ne rejoignent pas du tout ce qui est produit dans la sphère politique. Et donc finalement on se dit bah il y a un écart qui est un petit peu dommage entre oui, les éléments issus de la recherche et le discours politique, la production législative et donc son reflet dans les médias. Voilà, après, les temps des médias, le temps des médias et le temps des chercheuses et chercheurs n'est absolument pas le même. Donc, on essaye d'outiller les uns et les autres pour se comprendre et se rencontrer. La difficulté étant notamment que dans le milieu de la recherche, il n'y a absolument rien qui est fait ou très peu, très marginalement, pour s'exprimer dans les médias. Moi, je suis chercheuse en droit européen, j'ai eu aucune formation là-dessus. Et donc c'est un choix volontaire d'être plus visible et surtout, nous dans la recherche en France, on a plutôt pour habitude de parler entre nous, entre pairs, plutôt que d'aller s'exprimer dans des sphères plus larges. Donc il y a une difficulté un peu de ce côté-là, mais alors on propose des outils, par exemple du média training pour les chercheuses et chercheurs. Et de l'autre côté, l'objectif est de faire en sorte pour les journalistes de voir que c'est possible de solliciter aussi des chercheuses et des chercheurs sur les questions de migration. Alors, je sais pas si c'est parce que moi je travaille là-dedans depuis un moment, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un meilleur réflexe de se tourner au moins, de tenter, même si les demandes médiatiques sont souvent un peu rapides pour le milieu de la recherche, mais on essaye voilà, de répondre à toutes les sollicitations. Là d'ailleurs, il y a France Info qui appelle, je me demande pourquoi, mais je regarderai après. Voilà, donc ça, c'est l'idée de base. Alors, on a plein d'outils, hein, comme on l'a évoqué, des rencontres médias migration que vous retrouvez sur SoundCloud, où on invite deux journalistes, deux personnes de la recherche sur un même sujet pour échanger un peu les points de vue. Et donc, on comprend mieux aussi les contraintes médiatiques de cadrage du sujet, l'économie des médias aussi, qui impose souvent de finalement aboutir à des catégories très lisibles de personnes parce qu'il y a peu de temps pour creuser, peu d'argent pour faire un profil. Ça, c'est notamment dans le cas de présentations télévisuelles. Donc voilà. Et dernièrement, et c'est ça le point principal de, de ma prise de parole, dernièrement, on s'est aussi beaucoup intéressé aux journalistes. Alors, je réfléchis à comment le dire, parce que ça fait quand même quelques années qu'on participe à la formation de journalistes dans certaines écoles. Mais notre constat, c'est quand même de dire que finalement, il y a très peu de médias spécialisés, hein, ils sont là, et il y a très peu de journalistes spécialistes des questions de migration dans les médias généralistes. Voilà, on peut les compter tous ensemble sur les doigts de une ou deux mains. Il y en a dans le monde quand même, La Croix, Mediapart, mais après, voilà, on fait vite le tour. Et donc, on fait face à des journalistes qui sont spécialistes des questions politiques. Et on a remarqué aussi que bah, finalement, dans les écoles reconnues de journalisme, il n'y avait pas de formation sur les questions de migration. Donc là, cette année, on fait un module pour la première fois avec Singa pour le CFJ, sur des questions de migration. On espère que ce modèle va un peu se propager parce que c'est important aussi de pouvoir évoquer ce sujet, d'avoir les bons réflexes de chiffres et tout ça. Et par ailleurs, on travaille aussi sur une charte qui serait plutôt rédigée par les journalistes pour les journalistes. Donc, Desinfox est associé au syndicat des journalistes, à Giti, euh, à l'association Journalisme et Citoyenneté et IGNet en français, pour justement euh, proposer la rédaction d'une charte pour les journalistes. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il existe deux modèles de charte en Europe. Une charte qui s'appelle la Carta di Roma, ou la charte de Rome, donc en Italie, et une autre, la charte d'Idomeni en Grèce.
Dans les deux cas, en réalité, ces chartes ont été adoptées après des événements assez graves dans les pays où des personnes étrangères ont été stigmatisées et pointées du doigt. Alors en Italie, accusées à tort de meurtre, et en Grèce, c'est plutôt lié à la situation des camps, des hotspots en Grèce. Et voilà, et dans les deux cas, ça aboutit à une charte qui a été donc écrite par les journalistes et qui prévoit quelques articles, une dizaine à chaque fois, pas beaucoup, mais voilà, pour s'interroger sur le profil des personnes qu'on peut interviewer, sur les questions de migration, de varier les profils, de faire attention aussi aux personnes à qui on parle, parce qu'elles peuvent être traumatisées, de faire attention aussi à ne pas les mettre en danger, de s'interroger sur la précision ou non de la nationalité quand il y a des faits de délinquance, donc ça c'est un vrai sujet en France, je pense. Euh, et voilà, et après des questions aussi d'accès au camp qui figurent dans les deux. Donc ça, c'est notre source d'inspiration pour se dire, bah faisons ça, version française. Alors évidemment, ça suffit pas à une charte, et ça, on le voit bien avec l'association de la Carta di Roma, il faut faire un suivi avec des formations, des rencontres. Donc on espère que c'est en fait comment dire, une première étape pour plus de rencontres avec des journalistes déjà en place sur ces questions de migration, pour s'interroger plus régulièrement sur ce que ça veut dire, enfin, comment est-ce qu'on parle de migration, quelle image utiliser, est-ce qu'on peut varier les images, ce serait pas mal. Voilà. Et donc, on va se retrouver, je ne sais pas s'il y a si, enfin, il y a forcément quelques journalistes, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais aux assises du journalisme de Tours qui ont lieu le 13 mars, il y aura un atelier dédié justement à la création de cette charte avec les journalistes, donc atelier qui a lieu à 11 heures pour information. Et pour la suite, on devrait plutôt présenter à la signature la charte aux assises du journalisme de Marseille qui aura lieu en avril. Donc voilà où on en est sur le sujet. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Merci Léa. Merci beaucoup. Et je profite des remerciements aussi pour remercier l'équipe de l'Anvita qui était mobilisée à l'organisation de cet événement et notamment Nicolas Mazar, Elise Comessi et puis Lola Brouard qui participe aussi au contenu sur le chat. Et puis là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un temps de questions, réponses, donc, ou même ne serait-ce que de partage si vous avez d'autres outils, d'autres conseils qui n'auraient pas forcément été abordés aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous vous sentez à l'aise de vous présenter, présenter votre structure, ou sinon, vous pouvez tout aussi écrire dans le chat et on relayera les questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient prendre la parole pour réagir? Florence, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors, attendez, je crois qu'il y a une sorte de contre-jour. Euh, voilà, donc Florence Brault. Je suis la maire de la commune de Prades-le-Lez. Donc, c'est une petite commune de 6300 habitants dans la métropole de Montpellier, donc juste à côté de Montpellier. Et avant d'être élue, j'étais également journaliste, enfin, suite à une reconversion professionnelle. Donc, là, le sujet m'intéresse à double titre, mais bon, là, je veux plutôt parler en tant qu'élu. Je voulais savoir si les différentes, enfin, je cherche, Désintox Migration ou les deux autres sites, hein, voilà, qui se communent, et puis je cherche le nom du premier, je suis désolée. Infomigrants, comme Infomigrants, voilà, pardon, je m'embrouille un petit peu, sont déjà intervenus dans des collectivités ou dans des communes pour organiser des ateliers ou des conférences ou autres. Et si oui, comment ça s'était passé et comment ça avait été reçu et quel écho ça avait pu avoir par la suite. Je peux répondre? oui, allez-y, Charlotte. Oui, alors bonjour Florence. Alors non, c'est vrai que nous, quand on se déplace, on a fait beaucoup de déplacements dans différentes villes de France, mais c'est toujours dans le cadre de reportages, et notamment, vous en doutez, de la question des CADA. Les CADA, ce sont les lieux d'hébergement pour les demandeurs d'asile, et ça fait toujours énormément de remous quand il y a une proposition d'installation de CADA
ou un CADA qui doit s'agrandir. Donc nous, souvent, on va faire des reportages et on fait des suivis, c'est-à-dire entre les peurs des administrés au début qui, comme le soulignait commune, souvent il y a beaucoup de fantasmes autour de l'arrivée d'étrangers dans une commune. Et on revient souvent quelques mois après, on se rend compte que finalement l'intégration se passe plutôt bien. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'on fait peu d'ateliers. Qu'est-ce que vous entendez par des ateliers? C'est-à-dire à la rencontre des habitants, des administrés, c'est ça pour Oui, c'est ça, par exemple. Oui, oui, ça pourrait être ça, par exemple. Oui, 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 c'est vrai oui. qu'on le fait moins. Alors si, mais en fait, parce qu'on n'est jamais à l'initiative, nous, d'un atelier, comme on est journaliste, on n'a pas trop le temps. Par contre, on répond aux invitations. C'est-à-dire que si jamais une commune, aussi petite soit-elle, a besoin d'avoir un journaliste ou un chercheur sur le sujet de la migration pour expliquer voilà, comment se passe souvent l'intégration des migrants, pourquoi l'État ne consulte pas les mairies avant d'installer un CADA, comment ça se passe dans les autres communes. Ça, évidemment, nous, on peut aussi se déplacer et répondre à Oui. cette là. D'accord, oui, c'est plutôt à ça que je pensais en fait, hein. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà été Non, sollicité par des mairies non, non. oui. C'est vrai qu'on est Non. souvent invité dans des conférences comme aujourd'hui, ou autour voilà, de séminaires, mais on est rarement invité par des maires de communes à faire le Ok, déplacement. d'accord, Mais merci. c'est une bonne idée aussi. C'est vrai que je pense que la place des chercheurs et des journalistes est importante aussi et pour apporter des informations vérifiées et parfois apaiser le débat, je l'espère, auprès de gens inquiets. Oui, je pense aussi, mais je pense que c'est pas facile à mettre en place. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez eu déjà, s'il y avait des retours d'expérience. Ah non, c'est vrai Ouais. que Je pense qu'on va pouvoir, enfin, notamment Tania pourra échanger. Peut-être Jeannette, si tu levais la main, puis on va continuer à compléter. Et notamment, il y avait une question pour toi dans le chat, Jeannette, de redonner le titre du documentaire de commune. Ça marche donc bonjour Florence. Alors nous on l'a pas encore fait mais c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir et de construire dans le cadre de nos ateliers de sensibilisation donc à la migration et à la lutte contre pardon, et à l'éducation aux médias. Je suis plus très connectée dans ma tête là, je vais me reconcentrer. Donc on pourrait en discuter parce que nous on a travaillé sur pas mal de modules pour justement euh, encadrer des débats avec des personnes qui ne sont pas peu sensibilisées sur ces questions-là pour que ça se passe bien, que ça reste apaisé. Notamment, on est en train de construire des partenariats avec d'autres associations, dont une asso qui s'appelle Débacteur, qui justement est spécialisée dans l'encadrement de débats. En fait, c'est un peu comme des simulations de débats parlementaires. Et nous, on apporte le regard moi, journalistique dessus, en fait, pour justement si les participants ont des questions ou justement s'il y a des fake news pour pouvoir les débunker. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de réfléchir et aussi de créer en fait des réalisations audiovisuelles pour créer du lien entre les personnes qui arrivent dans la commune, nouvellement arrivées, et les personnes locales. Notamment, par exemple, on a déjà fait ça avec un podcast ou un petit documentaire pour justement réunir les personnes autour d'un outil très concret, les faire réfléchir ensemble. Et ça permet de déconstruire bah, voilà, tout un imaginaire et des fake news. Donc, au plaisir d'en rediscuter si ça vous intéresse. Et pour le documentaire, donc il n'est pas encore sorti, il s'appellera Mémoire commune, mais suivez-nous sur la newsletter ou Instagram, on bombardera d'informations à ce moment-là et vous aurez le lien, ce sera sur YouTube, donc vous aurez le lien du documentaire à ce moment-là. Et on va organiser des projections, débats dans les communes, dans les territoires. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je reviendrai peut-être aussi vers vous via l'Invita. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Tania, est-ce que tu voulais compléter aussi par rapport, et puis notamment peut-être revenir sur ce qu'on a fait au mois de janvier, si tu voulais, ou sinon je peux le faire. Ça marche. Bonjour Florence. Donc, alors, nous, on a déjà été sollicité effectivement par le département de Toulouse, par exemple, pour la journée des réfugiés. On avait fait une intervention avec un journaliste exilé syrien, donc c'était très intéressant, dans la salle du conseil départemental. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. L'avantage, souvent, nous, chez Desinfox, c'est qu'on vient avec cette carte de chercheurs et chercheuses. Et donc, c'est assez rare qu'on soit, je sais pas comment dire,
mal accueillis. Là, on va aller à Saint-Herblain aussi bientôt. Par ailleurs, on a fait aussi, pareil, sur la demande de département, mais du Nord, des ateliers en collège, auprès de publics de collégiens différents, y compris des classes aménagées ou des SECPA. Donc voilà, on n'a pas des rapports avec toutes les communes de France, forcément, ça serait compliqué, mais c'est déjà arrivé et enfin, en tout cas, nous, ça s'est plutôt bien passé. C'était ça la question. Dans la majorité des cas de figure, quand même, c'est des invitations d'associations. Par exemple, on est allé à Bayonne régulièrement avec une fédération sur les questions de migration, ou dans... Voilà, mais c'est ouvert au public à chaque fois. Ou à Rennes avec le réseau Louis Guillou sur les questions médicales, pareil, dans des salles ouvertes au public et pas de grosses enfin, aucune difficulté même, jamais. Et donc Léa, je sais pas, c'est comme tu veux, je peux... comme tu veux. Avec Anne Vitar, on avait organisé aussi en janvier dernier, pour la première fois, un média training spécial pour les élus locaux, dans l'idée aussi de pouvoir faire en sorte de les aider, de les accompagner et de les inciter à la prise de parole sur ces sujets lorsqu'il y a voilà, des questions locales, ce qui est quand même très souvent le cas en matière de migration d'ailleurs, que ce soit parce qu'il y a des accueils d'étrangers en général ou des mineurs non accompagnés. Donc ça faisait partie d'une série de... Enfin, c'est une formation qui était sur un jour et demi avec Vox Public et Destin commun, donc voilà, pour toute une présentation autour de comment est-ce qu'on peut parler des questions de migration aujourd'hui, pour résumer. Ouais. Et du coup, je te garde sous la main, Tania, parce qu'il y a une autre question, notamment de pouvoir dire qu'il y a, enfin, en disant que ce travail de fact-checking est très important et que donc la personne dit que le combat est prioritaire et notamment doit se porter sur les messages véhiculés dans les médias mainstream avec donc un partage de sentiment d'être interloqué, choqué par la quantité d'articles et de reportages qui relaient des faits divers ou des petites phrases d'élus relayant une ambiance trompeuse, instillant la peur sans apporter de contradiction, etc., etc. Donc, est-ce que vous, enfin voilà, la question c'était peut-être à vous trois, est-ce que vous impulsez des débats de ce type avec vos collègues journalistes? Sont-ils conscients de leurs responsabilités et comment transformer en profondeur ce mouvement de fond en cours dans les médias classiques? Moi, si je peux rapidement, parce qu'effectivement, nous, on n'est pas forcément dans le cadre des collègues, mais euh, en réalité, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la plupart des journalistes auxquels on a eu affaire sont quand même preneurs de nos ajustements dans la façon d'exposer la question. Et finalement, bah, c'est encore une fois, hein, c'est plutôt la question de l'économie des médias et de l'urgence qui fait que, bah, enfin, malheureusement, majoritairement, c'est mal fait. Mais que, par exemple, moi j'ai un souvenir d'avoir euh, quasiment coécrit une chronique du 20h de TF1 avec le service fact-checking où j'ai corrigé tous les mots qui faisaient que c'était pas top. Et donc voilà, on a abouti à un truc sympa de 2 minutes. Donc c'est, je pense que la plupart sont preneurs et sont à l'écoute et qu'il y a vraiment un manque de formation. Et donc j'espère que le travail autour de la charte permettra de changer ça. Oui, Nous, pardon. pardon, nous chez Commune, en fait, on est une toute petite rédaction puisque on n'est que deux. Enfin, on a des stagiaires en école de journalisme. Du coup, c'est assez intéressant. On en a eu pas mal là. On en a une quinzaine en 2 ans. C'est assez intéressant de voir comment justement eux s'approprient ces questions-là et comment par la suite ils peuvent en discuter dans leur promo en fait. Mais on voit quand on discute avec des journalistes, mais aussi maintenant, il n'y a pas ceux qui font l'information, c'est même plus que les journalistes, il y a aussi tous les influenceurs, influenceurs activistes, toute personne qui crée du contenu. Et on voit que les personnes souvent sont démunies. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs activistes présents sur les réseaux sociaux qui vont pas forcément parler de migration parce qu'ils savent ils ont peur d'utiliser les mauvais termes ou justement de renforcer un narratif qui est déjà qui prédomine. Et donc, il y a aussi tout cet enjeu. Et je sais qu'il y a des agences d'influence qui travaillent sur ces questions-là, dont l'agence Louder, pour justement équiper ces influenceurs activistes pour pouvoir bien en parler. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu qui est hyper présent. Charlotte, vous vouliez compléter? Bah, oui, oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit
Enfin, forcément, nous, pour le coup, on est une plus grosse rédaction, hein, une dizaine infomigrants de journalistes permanents. Et on parle beaucoup avec France 24 et RFI, encore une fois. Évidemment qu'il y a une énorme responsabilité des médias. Je veux dire, nous, on se pose toujours la question, est-ce qu'on doit rebondir sur chaque phrase qui a été dite? Alors, on a pris le parti de, évidemment, non. Quand ce n'est pas comment dire ça? Ça dépend de la phrase, évidemment, hein. Quand c'est le Premier ministre ou un ministre majeur, évidemment qu'on va essayer de s'y intéresser. Quand c'est des petits candidats, enfin, on essaye de ne pas rebondir, mais on se pose souvent de la responsabilité de, oui, de pourquoi on parle autant d'immigration et aussi mal. Et surtout que je le rappelle, hein, comme le disait, je crois que c'est Jeannette, c'est vraiment un sujet, c'est un sujet vraiment de diversion, hein. Enfin, je veux dire, l'immigration, c'est pas que c'est un non-sujet, pas du tout, hein, évidemment, mais quand on voit qu'on s'attaque aux sans-papiers, aux travailleurs sans-papiers, ou aux personnes sans-papiers de manière générale, alors qu'on estime qu'ils sont entre, je le répète encore une fois, entre 400 000, on va dire, et au plus gros 1 million, on est 69 millions de personnes en France. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas comment ce sujet peut autant occuper l'espace médiatique français à la place de l'école, de l'état des hôpitaux en France et d'autres sujets. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, nous, on essaye à travers nos reportages, donc quand même de débunker, hein, on est bien obligé de rétablir des faits, mais aussi de faire du reportage je ne sais pas, oui, encore une fois, pour donner un visage un peu plus nuancé et humain et apaisé. Encore une fois, je sais que, comment dire, oui, c'est vrai que nous, les journalistes, c'est pas on est beaucoup invités par les assos et dans les écoles aussi, mais on est quand même souvent assez malmenés, hein, on ne va pas se mentir, hein, le climat est assez délétère, on est souvent pris à partie par l'extrême droite comme parfois par l'extrême gauche. C'est un peu compliqué de travailler dans ces conditions. Mais oui, en tout cas, pour dire que c'est un vrai sujet, en tout cas, de débat au sein, nous, de notre rédaction. La responsabilité des médias. Est-ce qu'on doit parler de telle phrase ou de telle phrase? Comment parler d'immigration de manière un peu plus, j'ai pas envie de dire positive, mais juste plus juste, quoi, plus modérée, plus juste sur un sujet qui encore une fois, et comme le disait Jeannette, c'est vrai, en fait, il n'y a pas que les journalistes hein, qui parlent d'immigration. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui créent des contenus. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde. Donc, en fait, tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Et c'est aussi un peu le règne de l'anecdote. C'est-à-dire que le petit fait divers va tout de suite prendre mais des proportions dingues pour un petit fait divers qui, ma foi, ne méritait pas autant de foin médiatique. Et pareil aussi sur comme disait... excusez-moi, des infos que j'ai oublié son prénom. Tania. Ah oui, Tania, excuse-moi. Tania, que la question de la nationalité, de toujours mentionner les nationalités, ça c'est aussi un vrai questionnement, quoi. Merci beaucoup. Et justement, en effet, Tania, avec le travail de Désinfox Migration, vous avez cet enjeu-là, justement, comme vous disiez, parfois les journalistes sont pris avec peu de temps, etc. Et donc, un peu des espaces d'échange avec Désinfox Migration, pouvoir appuyer, en effet, comme tu disais, Tania, des sujets où vous allez donner votre regard. Peut-être juste vous dire que donc j'ai reçu une question en aparté de avez-vous des articles à nous communiquer sur les groupes d'extrême droite comme les normaux, par exemple expliquant les liens entre les groupes dans différentes villes, leurs organisations et financements. Juste si vous avez envie de répondre, n'hésitez pas, mais juste vous dire que c'était un petit peu le sujet du webinaire de fin janvier où il y avait du coup notamment Street Press qui travaille beaucoup sur ce travail d'enquête des groupuscules et notamment l'outil Cartofaf dont on parlait au début du webinaire qui permet d'identifier les groupes locaux d'extrême droite sur les territoires et aussi tout simplement on avait pas mal identifié, notamment ça a été identifié dans le dernier papier qui est sorti sur Pierre-Édouard Stérin, le fonds du bien commun, c'est ça, la fondation du bien commun, qui est souvent donc, une fondation qui va financer localement et qui met un petit peu à jour toutes les organisations qui financent et qui permet d'identifier des associations, des groupuscules très locaux. Donc il y a plusieurs outils.
vous pourrez évidemment répondre si vous avez des éléments-réponses, mais du coup, je rebondis aussi sur une autre question euh, plus d'actualité qui est dans le chat aussi. En tant que professionnel des médias, quel regard portez-vous sur la fin de la chaîne C8, en particulier l'émission TPMP, qui était largement reconnue pour être une scène majeure de diffusion de la désinformation, en particulier sur les enjeux de migration? Ah, enfin, je pense qu'on peut ne que s'en réjouir parce que c'était plus du journalisme ce qui était fait. Après, faut pas être trop naïf non plus et se dire que ça va réexister d'une autre manière, puisque quelques personnes détiennent une grande majorité des médias en France. Donc, et si c'est pas à la télé, ce sera sur d'autres canaux, et c'est déjà sur d'autres canaux, notamment les réseaux sociaux. Donc, et voir aussi ce qui est mis à la place, qu'est-ce qui va remplacer, quelles seront les prochaines chaînes de diffusion en continu qui pourront s'imposer et apporter notre narratif beaucoup plus en accord avec justement les réalités. Enfin, à voir un petit peu ce qui se passera dans l'avenir, quoi. Charlotte, Tania, vous vouliez rebondir ou pas forcément? Je peux aussi enchaîner sur une autre question. Pas plus. Ok. Donc, une autre question sur la question peut-être de la sémantique. Ne faudrait-il pas toujours s'attacher à parler de réfugiés à la place du mot migrant? La question du champ sémantique est importante dans la réception des infos. Peut-être répondre à cette question et peut-être élargir sur votre réflexion sur la sémantique et quels termes utiliser, comment les utiliser, etc. Ah, alors ça, si je peux me permettre, oui, ça c'est un vrai sujet dont on a parlé au début de la création d'Infomigrants. Alors nous, j'imagine que chaque rédaction peut avoir sa propre charte sémantique, hein. Nous, il n'y a pas de sujet. Je sais que nous, on est beaucoup repris par les assos. Pour nous, migrants, c'est pas un terme péjoratif. Une personne qui migre d'un point A à un point B. C'est un terme très générique, souvent péjoratif. Nous, on met un point d'honneur à ne pas dire réfugiés. Pour nous, les réfugiés, parce qu'on est une rédaction et qu'il faut on parle énormément d'immigration. Les réfugiés, ce sont des réfugiés statutaires, c'est-à-dire ce ne sont que des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. Donc, nous, on fait bien la différence entre sans-papiers, personnes en situation irrégulière, demandeurs d'asile, donc personnes qui sont en attente de traitement de leur dossier, et les réfugiés statutaires qui ont obtenu ce statut de réfugié. Après, je sais que, voilà, nous, quand on parle de migrants, par exemple, quand on parle de ce qui se passe en Méditerranée et des ONG en mer, souvent on nous dit, ah, vous dites migrants, est-ce que vous pouvez dire plutôt réfugiés? Donc non, on ne dira pas réfugiés. On attend de dire, on peut dire des exilés, des personnes secourues. On s'adapte, hein, on n'est pas. Mais en tout cas, nous, c'est réfléchi et assumé aujourd'hui, hein, on s'en est assez défendu. On n'utilise pas ce terme réfugié pour parler de toutes les personnes qui arrivent en France. Pour aussi, voilà, qu'ils comprennent bien ce que c'est qu'avoir un statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ou être demandeur d'asile, ou être sans papier. Voilà. Je pense qu'on a dans notre rédaction, c'est assez similaire. On n'utilisera pas le terme réfugié si c'est pas pour des personnes statutaires. Et encore, on essaie de dire bénéficiaire d'une protection internationale, dont le statut de réfugié, puisque c'est pas le seul. Et sinon, nous, ce qu'on essaie de mettre, parce qu'on sait que le terme migrant a été repris notamment pendant la pseudo-crise migratoire 2015, la crise de l'accueil, personne migrante. On essaie de mettre à chaque fois personne en situation irrégulière pour réhumaniser. Et sinon, quand on peut, notamment nous, quand on parle, je sais pas, là, j'ai pas dit des sujets, mais on va parler de personnes étrangères, quand vraiment la question, c'est la question de la nationalité, de personnes immigrées et de leurs descendants. Si là, on est sur des questions d'origine. Donc voilà, on va essayer de varier un peu pour éviter juste le terme migrant qui renvoie à un imaginaire. Mais le fait est que en termes géographie, en géographie, on parle d'un migrant d'un point A à un point B. Donc je pense qu'on peut s'adapter. Nous, on évite un peu le terme exilé car comme il n'a pas de définition juridique comme le terme migrant, mais il renvoie à des personnes qui s'exilent, donc qui fuient un danger, et ce n'est pas forcément le cas de toutes les personnes. Et le terme exilé, pour le coup, est connoté plutôt dans le champ lexical militant. Et comme nous, on s'adresse à des personnes qui sont peu sensibilisées, bien qu'on soit personnellement militant, on ne veut pas
faire fuir ces personnes-là et qu'elles disent, OK, exilés, ça veut dire que ça y est, ils sont convaincus, migrationnistes ou je ne sais pas quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on évite le terme exilé. On va plutôt parler de personnes étrangères, de personnes migrantes, de réfugiés quand c'est le cas. Et voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais juste que voilà, on se bat contre, par contre, le terme illégal. Personne, quand Ouais, ça n'existe pas. ça n'existe pas, personne n'est illégal sur la planète. Donc voilà, c'est Mhm. le seul petit truc où ça, on est intransigeant. On corrige beaucoup de papiers de nos correspondants ou de nos Mhm. termes qui parlent de personnes illégales. Je sais que c'est pas à mal, mais en tout cas, on se bat pour corriger voilà cette petite erreur sémantique. C'est comme Et expulsion, pour la éloignement. charte, Pardon, excuse-moi. non, t'inquiète. Pour la charte, il y a aussi un travail de glossaire, mais cela étant, ça existe déjà. Il y a énormément de glossaires qui existent sur les termes à utiliser par les journalistes à destination des journalistes, parce qu'on avait fait un peu une étude pour savoir ce qui existait. Et en réalité, il y a quand même pas mal de modules qui existent en ligne avec ça. Alors, bon, bah, dans les faits, c'est pas le cas. Et migrant, c'est un terme qui en réalité, encore une fois, facilite la lecture dans la complexité, la rapidité, l'économie de moyens des grands médias. Alors, on ne parle pas évidemment de Comoon et d'infomigrants ici, mais de tous les autres. Et effectivement, ça pose des problèmes et surtout, ça met dans un grand paquet une variété de situations. Moi, j'aime bien juste dire personne tout le temps en me disant, voilà, on est inclusif, c'est des personnes, quoi. Après, qui ont un parcours particulier, mais je sais que dire des hommes, des femmes, des personnes, ça peut-être ça permet de personnifier justement un tout petit peu plus et d'être plus c'est un nous global quoi et c'est pas des autres personnes d'un autre côté. Voilà, après je pense que il y a quand même une conscience de ça aussi, mais à mon sens, c'est souvent par raccourci un peu facile que les grands médias ne font pas les distinctions quoi, malheureusement. Mais j'espère qu'on ça changera. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez. J'en avais une petite, peut-être, savoir si comment vos structures, que ce soit vos médias ou associations pour des infos migration, anticipent ou pas, se préparent ou pas aux campagnes électorales qui vont arriver, que ce soit les échéances de la semaine, de l'année prochaine, les municipales. Est-ce que c'est un angle, voilà, voilà, quelque chose que vous allez préparer dans vos rédactions ou dans vos structures et peut-être en ligne de mire avec les présidentielles de l'année d'après ou pas. Enfin, voilà. Est-ce que les échéances électorales changent quelque chose aussi à vos activités? Oui, 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 évidemment, les échéances électorales sont toujours très importantes dans les rédactions journalistiques. Encore une fois, nous, on dépend en plus de France 24 et d'RFI, hein, donc il y a toujours une réflexion commune. Pour les municipales, souvent, on essaye de se déplacer, de faire du reportage. Hein, encore une fois, il y a plus de terrain, je veux dire, dans ces élections municipales, un peu moins en présidentielle, où on s'attache plutôt à regarder et à décortiquer les programmes des partis. Ça, c'est un peu souvent ce qu'on fait. Après, là, on n'en a pas, concrètement, là, non, on n'a pas encore parlé, nous, des municipales, mais dans l'idée, c'est souvent ce qu'on fait. On décrypte des programmes à l'échelle nationale et on part sur le terrain à la rencontre des gens, des élus, des mairies, des associations pour les municipales. Merci, Jeannette. Nous, ça va être un gros enjeu, donc on va refaire, je pense, comme ce qui avait bien marché pour les élections législatives, ça va être décryptage de programmes, filtrer les déclarations, les discours, débunker les clichés. On avait pas mal travaillé sur une des interventions de Jordan Bardella et ça avait bien fonctionné. Voilà, on va passer un peu au crible toutes les déclarations et de tous les partis. Et rapidement, nous, on essaie de se rapprocher de la presse quotidienne régionale, parce qu'il y a un vrai enjeu de ce côté-là, clairement, à arriver à proposer des récits alternatifs à cette presse quotidienne régionale, parce que c'est quand même une presse qui est très lue en local. Et donc oui, pour les municipales, nous, il nous semble que c'est un moment très important. Donc c'est ça notre objectif. Merci. Baptiste, tu avais une question? N'hésite pas à te présenter. Oui, bonjour Baptiste, Oxfam France, Solidarité Internationale. Juste
une info chez nous, évidemment, les municipales, c'est quelque chose qui nous préoccupe et en ligne de mire, évidemment, la présidentielle de 2027. Et nous, on est une asso multidimensionnelle. Ce qui nous permet en fait de traiter des questions migratoires sous d'autres prismes parfois ou de manière concomitante. Et donc, à titre d'exemple, on va sortir plusieurs rapports début d'année prochaine et dans l'un des rapports, il y aura une dimension migration, mais qui ne sera pas unique dans ce rapport-là. C'est le parti qu'on a pris pour communiquer en propre sur nos réseaux et avec les journalistes en notre nom. On imagine aussi, pour le coup, travailler sur une campagne d'information qui ne serait pas au nom d'Oxfam. Ce qui nous permettra de toucher d'autres publics, en fait, par d'autres moyens et par d'autres médias, y compris la PQR. Donc voilà, on travaille de manière un petit peu voilà, diversifiée comme ça, et c'est un moyen, effectivement, qu'on a retenu dans les informations qu'on a pu tirer de l'étude de destin commun que Léa citait tout à l'heure. Voilà, notamment sur la segmentation des publics. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me joindre, c'est possible, tout est sur notre site. Merci Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Euh, je me fais le relais de ce qui est dit dans le chat et notamment de dire dans l'exposé d'initiatives positives ou des expériences qui décalent complètement les regards. On mentionne par exemple terreaux locaux et notamment en partenaire, enfin, situé à Notre-Dame-de-Lausier, qui est une des villes adhérentes de l'ANVITA au passage, qui ont donc un chantier d'insertion très inspirant. Et donc, la personne commente quand des villes rurales décident d'accueillir des projets d'accueil des réfugiés mixés avec l'accueil des personnes locales au chômage. Il y a une opposition très agressive au début du projet. Aujourd'hui, on voit tout l'impact positif sur le dynamisme du village. Un beau contre-exemple aux idées. Euh, je, peut-être, je sais pas s'il y avait. Baptiste, tu voulais reprendre la main ou c'était juste ta main qui était relevée? Ok. Super. S'il n'y a pas d'autres tours, on va tout doucement conclure la session, si ça vous va. Ouais, Léa, Ouais. peut-être Ah bah Isania, oui, excuse-moi, Ouais, j'avais oublié j'avais que pas le bon casque. Je pouvais pas vas-y. t'interpeller. Super, Non, vas-y. je voulais juste, par rapport à Terroloco, je voulais juste préciser qu'on est en train de finaliser un documentaire qui a été tourné depuis le début du projet, qui sera mis à disposition aussi de tout le réseau. Donc voilà, on vous tient au courant, ça va sortir bientôt. Ouais, Pour si tu... justement pouvoir diffuser aussi des images positives d'une initiative dans un tout petit village où effectivement c'est un peu difficile au début et puis après on voit le projet évoluer, s'installer et prendre sa place. Est-ce que tu veux redire peut-être ton lien avec le projet rapidement et le décrire en 2 phrases peut-être? Ouais. Donc moi je suis Isalia, je suis à la fois élue dans la commune de Notre-Dame-de-Lausier mais aussi bénévole à terreau locaux. Historiquement je suis bénévole à terreau locaux avant d'être élue dans la commune qui a accueilli le projet. Je suis vidéaste et voilà. Et donc j'ai décidé à l'installation du projet de suivre cette initiative. Le projet Terreau Locaux, c'est un chantier d'insertion en maraîchage et boulangerie qui accueille 2 tiers de personnes réfugiées, 1 tiers de personnes du territoire, dans l'idée de créer une mixité qui soit voilà, bénéfique à tout le monde. Et c'est un chantier d'insertion avec un volet développement local très affirmé, l'idée étant de démontrer qu'on peut à la fois accueillir et accompagner de façon globale des personnes réfugiées et que ce soit bénéfique pour le territoire qui l'accueille. Donc c'est vraiment faire la démonstration qu'en fait c'est chouette pour tout le monde, cet espace de rencontre et de création de liens. Donc avec beaucoup d'activités, d'animation et de choses qui se font au bénéfice de l'ensemble des habitants, avec vraiment cette réflexion toujours de dire on porte un projet qui est à destination de tout le monde. Voilà, pour résumer. Super, merci beaucoup. Peut-être juste avant de conclure, j'ai vu Cyril que tu venais de te connecter, si tu veux Oui, toutes en, mes en- excuses.
On n'a pas de souci. Téléspectateur, je suis confus, j'avais complètement zappé. J'étais avec Thomas dans la post-production du film. Donc, voilà. Bonjour à tout le monde. Non, pas de souci, on va pas tarder à se laisser, mais Ouais. surtout, peut-être en une petite minute, dire aussi sur quel projet tu travailles, sur la question vraiment de sensibilisation. On était beaucoup donc autour de ces questions-là, de pouvoir parler plus positivement ou en tout cas plus factuellement et en plus en lien avec la réalité des questions de migration dans les médias, mais aussi dans les différentes initiatives qu'on peut porter pour vis-à-vis du grand public. Donc, si tu veux rapidement présenter. Oui, je vais faire très vite. Merci Léa de me donner la parole. Je vois des gens que je connais bien, Isalia, aussi Jeannette de Commune Média, en fait, nous, on est en train de produire, on est en train de finir un film là, qui nous a pris 3 ans de travail, qui est un film qui se propose de déconstruire les idées reçues sur les exilés. Donc, c'est un documentaire long métrage qui va aller au cinéma, qui s'appelle Welcome to Europe et qui nous a emmenés au fin fond de l'Europe jusqu'à Lampedusa, Lesbos et l'ensemble des frontières. Et voilà, et donc là, le film est terminé, on est en post-production. Et j'avais vu Isalia quand je faisais du repérage. J'étais bien sûr allé à Notre-Dame-de-Lausier où j'avais fait du maraîchage avec des réfugiés à l'époque. J'avais regardé un petit peu comment ça fonctionnait, c'est le tout début. Et voilà, et donc là, et donc on a un partenariat avec Voulant de Vitar, il y en a pas mal de villes qui nous soutiennent parce que c'est un film qui n'est pas évident à produire, euh, compte tenu de la thématique, il y a beaucoup de frilosité. Et donc, en fait, on a pas mal de villes qui nous soutiennent en nous préachetant des avant-premières. Voilà, donc on a déjà Paris, Marseille, Alfortville, Malakoff, Die, Nancy, enfin, il y en a pas mal qui nous ont préacheté les avant-premières. Et voilà comment, en fait, on a réussi à boucler un peu notre budget. Et voilà, et voilà. Et donc, et c'est drôle parce que juste pour info, sans même que le film soit sorti, sans même, alors que le lien est vraiment un lien non post-produit qu'on a fait passer, on a le prix Jean Vigo qui nous a présélectionné déjà. Donc c'est assez étonnant je sais pas, j'ai pas très bien compris comment ils nous présélectionnent sans avoir vu le film. Mais en tout cas, c'est chouette, quoi, voilà. Donc voilà, en gros, donc s'il y a des villes qui veulent nous soutenir, c'est bienvenu, voilà. Merci beaucoup, Cyril. Et puis sur ce, on va tout doucement conclure si ça vous va.